Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc Sur d'écran, en commencer fait. ce webinaire. Merci d'être aussi nombreux de mois en mois vous connecter pour ce rendez-vous bimestriel du Centre d'excellence iMind. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui concerne l'autisme à l'âge adulte. En effet, dans cette période de la vie, un certain nombre d'épreuves vont se présenter aux personnes autistes et à leurs aidants familiaux, comme la diminution des dispositifs, la complexification des démarches et des parcours, qui parfois mènent à l'isolement et à l'épuisement des proches. Ce webinaire va donc proposer de mieux caractériser les besoins des familles des adultes, ainsi que les défis auxquels ces familles font face. Nous allons aborder successivement la question du diagnostic, la question de l'accès aux droits, de l'accompagnement vers l'emploi et de l'anticipation du vieillissement. Pour explorer ce sujet difficile, nous avons fait appel à deux expertes en la matière. Tout d'abord, nous avons le plaisir d'accueillir Danielle Langlois, qui est présidente de l'association Autisme France, et la professeure Anouk Amestoy, qui est professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et directrice du centre d'excellence Sound à Bordeaux, au centre hospitalier Charles Perrins. Avant de laisser la parole à nos deux interlocutrices, voici un bref rappel sur le déroulement de ce webinaire. Tout d'abord, vous allez assister à une intervention d'une trentaine de minutes entre les deux intervenantes. Va suivre un temps d'échange avec elles. Pendant la présentation, je vous remercie de bien veiller à garder vos micros coupés, car si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou les poser à la fin. Nous pourrons vous donner la parole. Ce webinaire est enregistré, donc si vous ne souhaitez pas que votre image apparaisse à l'écran, il va falloir couper votre caméra. Vous pourrez ensuite retrouver l'enregistrement complet de ce webinaire sur notre chaîne YouTube iMind. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à notre chaîne et à nos réseaux pour vous tenir au courant de notre actualité. Je vous laisse maintenant profiter des interventions de Danielle Langlois et d'Anouk Amestoy. Bon webinaire et on se retrouve tout à l'heure. Anouk, Danielle, c'est à vous. Merci beaucoup, Caroline. Bonjour à tous. Je suis ravie de participer à ce webinaire de Bordeaux. Et je vais maintenant passer la parole à Daniel. Donc, nous avons choisi de répartir nos interventions entre 6 points qui constituent le plan. Donc, le premier, c'est le défi d'obtenir un diagnostic pour les adultes. Très fréquent d'arriver à l'âge adulte et de n'avoir jamais eu de diagnostic. Le deuxième défi que nous avons relevé, c'est celui de comprendre et remplir les dossiers MDPH pour faire valoir les droits des adultes autistes. Le troisième défi, c'est de recenser les services existants, de repérer leur qualité, toujours pour faire valoir les droits des enfants devenus adultes. Le quatrième, c'est de trouver des aides et des relais pour les familles elles-mêmes, bien sûr, et pas seulement pour leurs adultes. Et puis, assurer éventuellement une mesure de protection, autre défi, souvent très compliqué à mettre en œuvre. Et enfin, prévoir le vieillissement de ces adultes et leur avenir quand les familles ne sont plus là. Donc, pour débuter sur la question essentielle qui est l'accès au diagnostic, puisque c'est le point de départ de tous les projets individualisés et tous les préconisations qui peuvent être faites pour accompagner donc les besoins de ces adultes avec autisme. Le défi qu'on repère de façon très récurrente et dans l'amélioration ces dernières années, malgré les deux stratégies, est encore trop lente, probablement, en tout cas, de ce qu'on repère sur les différents territoires. Donc, une insuffisance d'abord dans le repérage, donc dans la possibilité d'adresser pour des parcours diagnostiques ces adultes avec ces spécificités. Un manque aussi d'outils qui vont être un peu plus fins pour cette population. Finalement une centralisation des parcours diagnostiques et des adressages diagnostiques sur les dispositifs que vous connaissez tous, puisque maintenant vous êtes habitués, si vous êtes habitués au webinaire d'E-Mind, qui sont les deux grands dispositifs d'accueil pour les diagnostics de l'adulte en France, qui sont les CRA. Donc on a 27 CRA
Et on a, en plus de ces 27 CRA, une petite spécificité, puisque pour les adultes, il y a aussi 7 centres experts TSA sans déficience intellectuelle, donc qui s'adressent à des adultes sans troubles du développement intellectuel, qui sont portés par la Fondation fondamentale, mais qui sont effectivement une deuxième source d'offres possibles pour l'accès au diagnostic. Et je sais qu'à Lyon et à Bordeaux, nous sommes des villes qui offrent ces deux dispositifs-là. Les difficultés et les défis qu'on retrouve dans le quotidien, nous professionnels, c'est effectivement que dans nos pratiques, quand la question du diagnostic se pose, c'est face à des adultes qui ont, pour la majorité, en plus de 90%, des diagnostics qui ont été posés par le passé, qui ont fait l'objet d'une adaptation des prises en charge, donc des tableaux qui sont des tableaux plus complexes que ceux qui devraient l'être à l'âge adulte, du fait de cette errance et du fait de surhandicap qui vont être liés principalement au rajout de troubles de la santé mentale qui sont liés à l'errance diagnostique et au parcours de stress qui est associé à cette errance diagnostique, avec une surreprésentation de tout ce qui sont les troubles de type anxieux, les troubles dépressifs, les idéations suicidaires, mais aussi pour toute la frange, parce que c'est encore le cas d'adultes autistes avec des déficiences intellectuelles associées, ou en tout cas avec un trouble du développement intellectuel associé, et qui n'ont pas eu accès à un diagnostic d'autisme, des pathologies somatiques qui ont été mal repérées ou qui ont été euh, euh, modifiées, entre guillemets, par un parcours associé aussi à des surprescriptions médicamenteuses. Donc, tout cet état des lieux fait que le diagnostic, qu'on dit le diagnostic tardif qui est posé chez l'adulte, puisque normalement il devrait être posé, Danielle ne l'a pas dit, mais elle aurait bien raison de nous le rappeler, les professionnels devraient poser ce diagnostic dans l'enfance. Ce pas des diagnostics qu'on devrait récupérer, en tout cas avoir à faire dans la situation adulte du trajectoire de vie de la personne. Et ben ce diagnostic dit tardif, il a un vrai impact sur les aidants et sur la famille, puisque on est, nous, confrontés à ce qu'il y avait comme réalité il y a plusieurs années en France, qui était qu'on est face à des familles et des aidants et des parents qui ont un vrai sentiment de culpabilité d'avoir raté les signes, ce qui ne relève pas du tout de leur responsabilité, puisque c'est aux professionnels de repérer et d'adresser. Mais il y a vraiment un impact donc, de ce parcours-là et de cette absence de diagnostic sur les aidants et sur les familles. Et on est souvent et très souvent aussi face à des familles qui sont extrêmement épuisées parce que leurs enfants ont un parcours qui est chaotique, avec aussi souvent une sensation d'incompréhension, d'avoir pas été entendu, parce que ces adultes, si leurs manifestations étaient très caricaturales, le diagnostic aurait été posé dans l'enfance. Donc il y a aussi souvent une concentration de situations où les signes sont souvent un peu moins repérés à l'extérieur, mais extrêmement brillants au domicile. Et cette différenciation et cette espèce d'état un peu de clivage fait que ce sont des familles qui sont extrêmement épuisées et extrêmement remises en cause aussi, qui ont été remises en cause par les parcours de soins. Donc la construction qu'on dit identitaire et de l'individu, mais aussi un peu systémique de la famille, elle est plus altérée et ça fait partie des ingrédients qui, à mon sens et au sens de plusieurs de mes collègues, sont des choses qui sont à accompagner et à intégrer dans notre processus diagnostique. Donc, quand on parle de diagnostic, on parle d'étiquette, effectivement, puisqu'on nomme les choses. On parle d'autisme pour ces adultes qui accèdent à ce parcours diagnostic. Mais cette notion d'étiquette, c'est une compréhension qui est très partielle, et on le sait maintenant, dans le cadre des parcours diagnostiques, et surtout pour évaluer les besoins individuels. Et on le verra après, Daniel va en parler, surtout pour accompagner les parents ensuite et les personnes elles-mêmes à faire valoir leurs besoins. Et donc cette évaluation du fonctionnement, elle est maintenant très bien positionnée dans les recommandations HAS comme étant essentielle et faisant partie prenante du diagnostic. Quand on parle de bilan du fonctionnement, on parle de en fait l'évaluation globale de l'individu qui doit être faire l'objet d'évaluation en dehors de la question clinique de l'autisme, de ses compétences en communication, de ses compétences en régulation du comportement, de ses compétences en autonomie, de ses compétences cognitives, mais aussi de ses capacités de régulation sensorielle, par exemple. Donc, on est vraiment sur une évaluation globale qui doit être découpée et qui doit faire intervenir des professionnels qui sont forcément d'origine multidisciplinaire. Donc, ça veut aussi dire que pour intégrer cette notion de parcours diagnostique et pour
mieux adapter les dispositifs de prise en charge, et ben, ces bilans de fonctionnement, ils ne sont pas que au départ, lorsqu'on pose le diagnostic, mais ils sont à renouveler et à renouveler souvent dans les moments de transition et des périodes un peu charnières dans la vie, dont le passage à l'âge adulte. Et c'est un peu la problématique à l'heure actuelle, c'est qu'il y a non seulement un accès au diagnostic d'autisme qui est compliqué, mais il y a aussi un accès au diagnostic, au renouvellement de l'évaluation du fonctionnement pour des personnes adultes qui ont déjà eu un diagnostic dans l'enfance. Donc ces éléments sont probablement aussi des défis qui font que la situation à l'âge adulte est hautement source de stress et que le pilotage par les familles est d'autant plus compliqué parce que par ailleurs, comme je l'ai indiqué un peu aussi sur cette diapositive, la notion de trouble associé, elle va être d'autant plus importante plus on avance en âge. Donc la multidisciplinarité va aussi augmenter en termes de type de professionnels à intégrer quand on avance en âge, notamment les neurologues, mais également les psychiatres polyvalents pour la question de la santé mentale. Donc les ressources suivies suite au ce diagnostic adulte, il est également très important de les, en tout cas recenser, de les mettre à disposition. On a actuellement, grâce à la Maison de l'Autisme, un recensement des différents guides qui existent pour accompagner les diagnostics, et on en a aussi des spécifiques pour la question du diagnostic adulte. Quand je dis on, c'est l'ensemble de la communauté des CRA. Et donc là, je vous ai donné quelques exemples, mais ce qui est très important, c'est qu'en tout cas, c'est une information qui doit arriver et qui doit être plébiscitée dès qu'il y a un parcours qui s'enclenche chez les adultes. Et au-delà de ces guides pratiques, donc vous en avez plusieurs, mais l'idée, c'est que c'est la Maison de l'Autisme et le prochain site gouvernemental qui est en train de se créer puisse recenter tous ces guides pratiques. La deuxième ressource qui est très importante et qui nécessite d'être et diffusée et amplifiée sur les territoires, c'est la question des formations des aidants, les formations spécifiques. Les centres ressources autisme ont comme mission de former les aidants à la suite du diagnostic qui est posé d'autisme chez leur enfant, qu'il soit mineur ou majeur. Et plusieurs CRA ont développé des formations des aidants qui sont spécifiques pour des parents d'adultes autistes. Et donc là, pour exemple, il y a 7 000 aidants qui ont été formés en 2023. En tout cas, l'intérêt de ces familles, c'est de transmettre un savoir-faire concret sans justement culpabiliser. Et l'idée de faire des groupes qui sont orientés comme ça sur les adultes, c'est très important pour que ça puisse aussi réduire le stress. Donc d'autres guides existent. Là, c'est pour l'accompagnement à l'université. Ce sont des exemples, mais je pense que eMind est tout à fait à même de valider ces ressources. Donc l'important de cette évaluation fonctionnelle et des enjeux qu'on a, c'est de mieux former pour mieux avoir un meilleur mariage territorial et mieux sensibiliser aussi pour qu'on limite cette notion d'errance. Donc améliorer les parcours diagnostiques. Prévoir la présence des adultes vieillissants dans les programmes de recherche pour qu'on arrive mieux aussi à spécifier, au-delà de la question de l'adulte, la deuxième question qu'on abordera à la fin du webinaire, qui est la question du vieillissement. Et aussi probablement, moi, je suis, et je sais que le eMind et le professeur d'Émilie l'est aussi, on doit aussi adapter toute la question de l'accompagnement somatique à la question de la médecine reproductive, qui est un vrai enjeu pour ces populations et pour les parents des adultes femmes autistes dans l'adaptation de leur bien-être et de leur qualité de vie. Donc, prévoir des groupes DTP, de l'éducation préventive et tout ça, ce sont des choses que vous avez déjà entendues pour l'enfant qui doivent être adaptées pour l'adulte. Donc, la question de l'évaluation fonctionnelle, elle a un vrai impact et c'est ma phrase d'introduction pour faire le lien. Ça a un impact majeur, notamment pour la constitution des dossiers MDPH. Voilà, c'est absolument fondamental de pouvoir bénéficier d'un bilan du fonctionnement de l'adulte sous tous ses angles pour pouvoir correctement après remplir un dossier MDPH. Parce que c'est là-dessus que butent les MDPH. Elles n'ont pas les renseignements nécessaires pour comprendre les besoins des adultes qui déposent un dossier ou dont les familles déposent un dossier. C'est souvent les familles qui le font. C'est très compliqué et on n'avance pas vite sur ce problème pour le moment. Beaucoup d'adultes autistes, en effet, ne peuvent pas gérer seuls leurs démarches administratives, même s'ils ont des compétences préservées par ailleurs. Il n'y a pas de lien, malheureusement, entre le niveau de QI et l'autonomie, l'autonomie administrative, entre autres. Donc souvent, ce sont les familles qui rédigent les documents, les dossiers, même si après, ce sont les adultes, dans la mesure où ils n'ont pas de mesures de protection, ils doivent les signer eux-mêmes, c'est la loi. Mais bon, très souvent, ce sont les familles
qui font tout le travail, parce que c'est très complexe et que pour des adultes autistes qui ont déjà leurs propres galères, ajouter une galère administrative, c'est un peu compliqué. Donc les familles, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles commencent par se documenter sur le taux d'incapacité qu'il est possible d'obtenir et pour obtenir ce taux d'incapacité, il faut lire un document qui est en ligne, qui s'appelle le guide barème et qui doit permettre au médecin de se repérer dedans pour, trouver ce qui convient de mettre dans le certificat médical pour que l'adulte puisse obtenir éventuellement le taux d'incapacité à 80 qui lui faciliterait bien la tâche, hein, s'il pouvait l'avoir de manière un peu systématique, parce que je pense que dans l'autisme, quand même, ça devrait, être la règle. Mais c'est compliqué à obtenir, donc il faut lire attentivement l'introduction au guide barème qui explique qu'à partir du moment où une personne doit être aidée partiellement ou totalement, partiellement suffit, et qu'elle a besoin d'être stimulée, hein, eh bien elle relève d'un taux d'incapacité à 80%. Donc bien faire remplir un certificat médical dans ce sens. Pareil pour obtenir l'AH, c'est compliqué parce qu'il y en a deux. Si on a un taux d'incapacité à 80%, c'est de droit. Si on n'a pas de taux d'incapacité à 80%, on ne peut que demander l'AH dite 2, où il faut faire valoir ses difficultés d'accéder à l'emploi. Sinon, c'est très compliqué de l'obtenir. Donc, c'est des combats souvent sans fin. Les familles aussi se renseignent sur les critères d'éligibilité à la PCH pour être elles-mêmes soutenues, parce qu'une partie de la PCH, ça peut être l'aidant familial, ou pour se faire aider à domicile par un service, mais ce sont des auxiliaires de vie. La PCH, hein, ne remplace pas un service éducatif qui, malheureusement, pour les adultes, n'existe pas. Il y a aussi des démarches à faire pour être soutenu dans l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi, pour accéder aux vacances, au logement. Et les familles se renseignent bien sûr sur les possibilités d'orientation, que ce soit en établissement, pour ceux qui ont les difficultés les plus sévères, mais aussi de services, de SAMSA par exemple. Quelques SAMSA autisme, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, il y en a quand même quelques-uns. Donc les familles ont besoin d'aide juridique pour construire ces dossiers, parce que si on n'est pas un peu initié, on n'y comprend rien, on est découragé rien qu'à la lecture, et ce sont souvent les associations de familles hein, qui aident concrètement sur le terrain en aidant les familles qui viennent les voir hein, pour leur expliquer comment il faut faire. Sur le site du GNCRA, il y a un webinaire adulte, autistes et droits. Il y en a un aussi pour les enfants, mais il y en a un pour les adultes. Voilà, que c'est moi qui l'ai fait, qui donne tous les liens vers tous ces documents très précieux qu'il faut bien connaître pour pouvoir se repérer dans la espèce de jungle que constitue un dossier MDPH. C'est très injuste, hein, très inéquitable, très tout ce que vous voulez. Mais comme c'est comme ça, ben, il n'y a plus qu'à essayer de voir quel profit on peut en tirer en se faisant aider. Le travail qui va suivre, ben, c'est de recenser les services existants, parce que si on va demander une orientation, encore faut-il se demander où peuvent aller nos enfants devenus adultes, ce qui va convenir, repérer aussi leurs qualités, et puis toujours faire valoir les droits de leurs enfants, parce que ça, c'est aussi longtemps que les familles vivent, elles vont continuer à se battre pour faire valoir leurs droits de leurs enfants devenus adultes. Donc, ce sont souvent aussi les familles qui partent en quête des services qui peuvent accueillir leurs enfants après une notification MDPH, par exemple. Le problème est très compliqué pour les adultes qui ont des troubles sévères hein, et qui vont relever d'un lieu de vie, que ce soit les EAM, hein, les établissements médicalisés, ou les MAS. Il y en a très peu, en fait, qui sont spécifiques autisme. Et elles n'ont pas toujours les professionnels suffisamment formés parce que ces établissements fonctionnent avec les professionnels qu'ils trouvent. Et ce n'est pas simple, par les temps qui courent, de trouver des professionnels qui s'investissent dans l'autisme et qui aient la formation nécessaire. Donc, une demande récurrente des familles, c'est toujours de demander une liste d'établissements qui correspondent à leur niveau d'exigence. À quoi on ne répond bien sûr pas, parce qu'une telle liste n'existe pas. Elle serait par ailleurs un peu subjective, et on se ferait, je suppose, on aurait de sérieux problèmes avec les établissements qui ne figureraient pas sur une telle liste. Donc, c'est très compliqué. Mais bon, pour être honnête, il n'y a quand même pas tant d'établissements qui ont le niveau requis et auquel les familles puissent faire confiance, parce que c'est ça le problème. Confier son enfant devenu adulte avec des troubles sévères à un établissement sur lequel on n'a pas la main, c'est quand même un sacré pas à franchir. Donc les familles en profitent pour, si je puis dire, pour se former sur le tas aux recommandations de bonne pratique, parce qu'elles comprennent assez vite
hein, que dans les établissements et services, normalement, on doit respecter les recommandations de bonne pratique. Encore faut-il les connaître soi-même quand on est famille, pour pouvoir après les faire valoir dans le cadre des relations qu'on va entretenir avec les établissements et services. C'est tout aussi compliqué pour le logement. Il y a très peu de logements accompagnés. Moi, j'en ai ouvert un chez moi, par exemple, j'ai mis 14 ans à l'ouvrir. C'est pour vous dire comme c'est simple, d'avancer dans ce domaine pourtant fondamental. Beaucoup d'adultes pourraient très bien vivre en milieu ordinaire, mais avec un soutien éducatif, pérenne, permanent. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra que ces adultes puissent se retourner vers quelqu'un, qui va pouvoir répondre, à leurs besoins, plus ou moins grands ou plus ou moins, ponctuels ou, généraux, mais voilà, il faut que cet accompagnement existe et c'est difficile à trouver. Le travail accompagné, c'est pareil. Il existe quelques dispositifs d'emploi accompagné qui se sont spécialisés dans l'autisme. C'est 17 ou 18 au niveau national, hein, de ces dispositifs qui sont spécifiques autisme. Ils font un excellent travail, hein, tout à fait remarquable. Ce qui leur manque, c'est un peu plus de fonds pour pouvoir suivre les adultes. C'est pas simplement ce qu'il convient de faire, c'est trouver dans quel domaine ils peuvent accéder à l'emploi. C'est qu'ils puissent s'y maintenir et que l'entreprise ou l'artisan, enfin bon, peu importe, qui va les accueillir, sache vers qui se retourner s'il y a un problème qu'il ne peut pas gérer seul. Cette difficulté-là est encore trop peu prise en compte, surtout trop peu financée. Les efforts pour sortir les adultes de leur isolement sont souvent les familles aussi, hein, qui cherchent quelles activités culturelles, sportives peuvent convenir à leur adulte, comment on s'y inscrit, comment on s'y fait accompagner, comment on y trouve sa place. C'est très compliqué. Et très massivement, hein, ce sont les familles qui assurent l'essentiel de toutes ces tâches mentionnées ici. Ce qui est essentiel aussi, c'est de trouver des aides et des relais pour elles-mêmes. Les familles épuisées, hein, comme l'a rappelé le professeur Amestoy, il faut qu'elles puissent être à un moment ou à un autre relayées parce que c'est trop compliqué. Vivre avec un enfant autiste, après un adulte autiste, pendant des dizaines d'années en tout, c'est ça quand même, hein, le sort de très très nombreuses familles. C'est dur. Je peux en témoigner puisque c'est ce que je fais, mais je sais que parmi vous, c'est la même chose. Donc vraiment, ce qui nous guette, c'est l'épuisement permanent, parfois avec des clashs spectaculaires, parce qu'à un moment ou à un autre, on n'en peut plus. Il suffit qu'il y ait une difficulté supplémentaire qui se rajoute et ben, on craque. Il faut s'autoriser ce droit, je pense, hein, parce que quand même, quand c'est compliqué, on a le droit de ne pas toujours être hyper performant. Les solutions de relais, s'il n'y a pas encore de lieu de vie trouvé, restent rares. Il y a un décret, par exemple, qui permet le relayage à domicile jusqu'à 6 jours consécutifs, en, bien sûr, en s'accommodant du Code du travail relu pour l'occasion, mais il n'y a pas de financement. Donc ça retombe sur les familles hein, qui voudraient mettre en œuvre ce droit au relayage parce qu'il n'y a pas de financement, sauf de manière anecdotique. Par exemple, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, dans une des plateformes de répit qu'elle a ouvert il n'y a pas longtemps, il y a 18 mois, il y a des places de relayage à domicile. Ils y ont pensé, donc c'est bien, mais je ne connais pas beaucoup d'exemples en ce domaine. Il y a aussi des solutions d'accueil temporaire hein, qu'utilisent les familles, surtout quand elles n'en peuvent plus. Et les familles bah, essayent de se retrouver dans des associations hein, pour partager leurs difficultés, leurs inquiétudes, mais aussi ce qu'elles ont pu réussir à mettre en œuvre pour survivre, hein, voilà, plus ou moins difficilement. Les adresses, les services, enfin tout ce qui ne se trouve pas forcément toujours en ligne et pas toujours avec le niveau de qualité que les familles attendent. Elles ne savent pas en fait quand elles font appel à un établissement ou un service si elles vont se retrouver devant un service qui va répondre à leurs demandes ou pas. Il faut aussi à ces familles du soutien psychologique hein, quand c'est trop difficile. Bon, là encore, c'est compliqué parce que c'est pas forcément prévu ni même financé, alors que ça devrait aller de soi. Moi, j'ai retenu un psychiatre de Auvergne-Rhône-Alpes hein, qui disait que quand il y a un diagnostic de posé, il devrait y avoir un droit automatique à la suite. Hein, c'est-à-dire comment on aide l'enfant ou l'adulte qui se retrouve avec un diagnostic, comment on fait pour aider l'entourage hein, qui, lui, va se retrouver à devoir porter aussi les conséquences de ce diagnostic, et souvent tout seul. Beaucoup de familles sont toutes seules. Moi, je ne donne qu'un seul conseil aux familles hein, qui se retrouvent avec des diagnostics, ben là, en l'occurrence à l'âge adulte. Surtout, ne restez jamais toute seule. Regardez hein, qui peut, dans votre entourage, dans une association, vous écouter, vous soutenir, vous aider, ne serait-ce que pour les dossiers administratifs.
Alors là, c'est un peu abrupt, mais du coup, je pense que, en tout cas, de tout ce qui vient d'être dit, on mesure dans les paroles de Madame Langlois l'expertise et la préciosité justement de cette expertise familiale et associative sur la question des besoins et sur la question également de l'adaptation des dispositifs. Donc, ce qui était important à faire passer dans ce webinaire pour nous deux, c'était aussi que à ce jour, en France, cette expertise et ces besoins, ils sont insuffisamment repérés et suffisamment valorisés. Et qu'il y a actuellement un vrai objectif également pour donner sa place au sein des différentes instances de réflexion qui orientent les politiques de santé aux familles et aux parents d'adultes autistes, puisque ça fait partie, comme on a vu, aussi du gros pool familial qui est hautement épuisé et hautement vulnérable, donc aussi hautement probablement en difficulté pour pouvoir se faire entendre et prendre une place plus institutionnelle et politique. Donc, il faut promouvoir la place des aidants, il faut promouvoir également la reconnaissance légale et sociale de ces aidants, et d'autant plus quand on regarde la question des adultes autistes. Donc, c'est un bref rappel de la manière dont ça peut être fait et des dispositifs que Daniel vient d'évoquer sur en concret l'autonomisation de ces familles dans le quotidien, donc le répit, le congé, etc., et les aides financières spécifiques. Pour aussi dire que on est actuellement dans une temporalité qui est en train de se saisir de la question de la diplomarisation, en tout cas de cette expertise, et que donc je voulais rappeler effectivement les débuts de construction et les initiatives qui sont faites, et il y en a beaucoup qui sont portées par Lyon et par tout ce microcosme autour de ce département Rhône-Alpes. Avec la question des réseaux de père aidance, mais également autour du concept qui est encore un peu un fourre-tout et qu'on a du mal à accorder à nos actions de terrain, qui est le concept d'autodétermination. Mais pour partager avec vous que je suis convaincue, et je suis sûre que Daniel aussi, que ça fait partie des choses qu'il faut probablement mieux spécifier et mieux décrire, mais que ça participera aussi à la question de la réduction de la charge mentale des aidants si on arrive un peu mieux à se saisir de ce concept et à l'accompagner avec intelligence et avec éthique. Là, je pense Ouais, que oui. ça fera la transition avec justement la mesure de protection. Je veux dire, nous nous battons tous, nous, pour que nos enfants soient le plus autonomes possible, puissent développer l'autodétermination la plus large possible. Voilà, c'est pas la peine de nous faire la morale comme on l'entend quand même un peu partout. Et comment l'autodétermination bah oui, mais on ne fait que ça tous les jours. Comme nous ne sommes pas immortels, ou alors ça m'a échappé, donc le seul cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, qu'ils soient handicapés ou pas, c'est la même chose, c'est de leur apprendre à se passer de nous de la manière la plus large possible. Il n'y a aucune autre façon d'élever un enfant. Qu'il soit autiste, c'est pareil, ça ne change pas le problème. Donc la mesure de protection, elle va rentrer dans ce cadre-là, et c'est difficile parce que comment faire pour protéger des enfants qui sont souvent très vulnérables, pas toujours de la même manière, mais certains sont extrêmement vulnérables, sans limiter leur capacité de liberté, de choix, d'apprentissage de choix, qu'on peut faire tout au long de la vie. Ce qui est intéressant aussi dans le champ de l'autisme, c'est que les adultes peuvent continuer à apprendre tout au long de leur vie, devenir de plus en plus autonomes. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête si on les soutient dans cette démarche-là. Mais bon, en veillant quand même à ce qu'ils ne se heurtent pas à une société particulièrement dure à leur égard, qui ne leur fera jamais aucun cadeau, et dans laquelle on peut retrouver régulièrement des prédateurs. Donc j'ai dû mettre dans la diapo d'après, je crois, les différentes mesures de protection. Voilà, donc ça c'est le paradoxe des familles, hein. Comment on fait pour protéger sans atteindre la liberté d'une personne? Je n'ai pas de mode d'emploi parce que c'est chaque fois différent, c'est très compliqué. C'est pas toujours bien compris par les adultes qui ont un certain nombre de compétences intellectuelles, par exemple, et qui ne comprennent pas qu'on mette le nez dans la gestion de leurs intérêts, parce qu'ils savent pas faire, et que quand ils se trompent, c'est sur les parents que ça retombe. Donc c'est très compliqué à gérer, et parfois les familles abandonnent, hein, et laissent un mandataire à la protection judiciaire, donc quelqu'un d'extérieur, hein, le soin de gérer la curatelle ou la tutelle de leur enfant parce que c'est devenu trop compliqué.
Là encore, les familles doivent se faire aider pour se repérer dans le maquis des mesures. S'il n'y en avait qu'une, ça serait simple, mais il y en a plusieurs. Et il faut choisir celle qui va convenir à la situation de l'enfant devenu adulte. Donc, il y a la curatelle. La curatelle, elle peut être double. Il y a une curatelle renforcée quand on va accompagner la gestion des biens, hein, de manière précise parce que l'adulte ne peut pas le faire lui-même sans se tromper. La tutelle, hein, dans les troubles les plus sévères, l'habilitation familiale, qui peut aller jusqu'à la représentation totale pour des adultes, hein, qui n'ont absolument pas cette compétence-là, cette capacité-là et qui ne l'auront jamais. L'habilitation familiale, c'est assez pratique, hein, parce qu'on n'a pas de compte de tutelle à rendre. Donc c'est vrai que c'est souple et il y en a différentes formes en fonction du besoin de protection qu'il faut assurer à la personne. Donc globalement, il faut veiller à la protection de cette personne. Par exemple, dans l'accès aux soins, vaste débat. C'est extrêmement compliqué. C'est une des possibilités que peut offrir la mesure de protection juridique, tout en respectant son autodétermination, parce que dans l'accès aux soins, la personne elle doit pouvoir le plus possible donner aussi son consentement. C'est la loi, après tout, c'est valable, hein, y compris pour les personnes handicapées. Séparer donc ce qui relève de la vie personnelle, pour laquelle c'est peut-être plus facile de développer l'autodétermination, de la protection des biens, pour lesquels souvent les adultes autistes sont extrêmement démunis, même quand ils ont des compétences intellectuelles, parce qu'ils comprennent déjà pas la valeur de l'argent. Et c'est difficile, hein, de les laisser gérer leurs biens sans aide, hein. Là aussi, hein, les familles ont besoin d'aide pour mieux pouvoir aider leurs proches. Il faut pouvoir se documenter sur ces mesures-là et sans aide, c'est très compliqué, hein. Lire des textes, se dire: «Qu'est-ce que je choisis là-dedans?» Je ne sais pas trop s'il y a beaucoup de familles, hein, qui d'emblée se disent: «Ah ben voilà, c'est ça qu'il me faut». C'est loin d'être évident. Effectivement, penser à la protection et puis penser à la suite, l'avenir. Dans ce webinaire, on avait envie de juste positionner en fin de webinaire la question qui est essentielle, mais qui est encore probablement sous abordée et par les médecins et par les communautés et également par la loi aussi. La question de comment vieillissent ces enfants adultes autistes. Et comment on peut améliorer notre anticipation de cette période de la vie-là et accompagner pour aussi informer les familles et les rassurer sur ce qui va se passer pour leur enfant dans 10, 20 ans. Ce qu'on est actuellement sûr, c'est qu'on n'a pas insuffisamment de données, donc assez besoin de connaissances sur ce vieillissement en tout cas et sur ces besoins qu'il faudrait caractériser. Et je vous l'ai donné ici, il y a une étude qui est en cours en France, qui est portée par le Centre d'excellence de Montpellier d'Amaria Bagdali, qui est l'étude EFAR, et qui a montré d'abord en première intention quelque chose qui est très intéressant à prendre pour nous en considération les professionnels, c'est qu'a priori, déjà ce qu'on peut se dire, c'est que les personnes autistes, d'autant plus avec troubles du développement intellectuel, eh ben, ils ont un besoin gératique qui va être beaucoup plus précoce que la population générale. Donc déjà, nos dispositifs qui sont adaptés à des personnes dites vieillissantes après 70 ans, eh ben, il va falloir qu'on les pense plus précocement pour ces profils. Et donc, il faut qu'on fasse un effort pour limiter les ruptures de parcours, puisque c'est exactement ce qui se passe actuellement en France dans ce contexte-là, notamment par exemple autour des interruptions des AT avec les interruptions de foyer de vie, les réflexions autour des ponts entre les structures médico-sociales, handicap et les structures vieillissantes avec les EHPAD, etc. Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, et ce que le rapport de la Cour des comptes sur les personnes handicapées vieillissantes de 2023 nous dit, c'est que tout ce qui est actuellement est mis en place, et notamment au sein des EHPAD, est insuffisant et qu'il faut vraiment avoir un grand plan de formation de ces structures-là pour qu'ils accueillent mieux les personnes handicapées et donc les personnes autistes par définition. Améliorer aussi les dispositifs de paire aidance. Comme je l'ai dit, mais ça, je le rajoute, continue à essayer de donner des informations à nos pouvoirs publics pour qu'on améliore nos connaissances par des projets de recherche qui vont être spécifiques sur les adultes vieillissants. Et je laisse Daniel compléter à son niveau. Alors, le vieillissement, c'est absolument indispensable, hein, qu'on on généralise la réflexion dans ce domaine. La Cour des comptes considère qu'à 45 ans, on rentre dans le vieillissement quand on est en situation de handicap.
Et c'est vrai de beaucoup d'adultes autistes avec des troubles intellectuels sévères associés, hein, dont on voit le vieillissement parfois accéléré, sans qu'on comprenne encore exactement quels sont les mécanismes. Et on ne comprend pas non plus de quelle manière ils vieillissent sur le plan cognitif. Moi, mon fils, il a 41 ans et je m'interroge sur ce problème-là parce que je vois bien qu'il ne vieillit pas comme les autres membres de mon entourage. Et je découvre et je n'ai pas d'aide pour comprendre comment on peut s'adapter. Bien sûr, tous les parents, comme ils savent très bien qu'après eux, cela risque d'être compliqué, ils essayent de prévoir l'avenir, de leurs adultes. Je ne sais pas si j'ai mis une diapo après ou pas, je me souviens pas. C'est juste, voilà, penser à après la disparition de la famille proche, qui va prendre le relais éventuellement dans la famille et comment on peut le préparer? Parce qu'évidemment, ça ne s'improvise pas, compte tenu que si on ne connaît rien à l'autisme, on va pas être très compétent pour, accueillir cet adulte autiste, de près ou de loin, peu importe. Il faut quand même avoir un minimum de connaissances dans ce domaine et surtout les familles, elles essayent de trouver, comment garantir une aide financière pour, après leur disparition, en se faisant aider là encore sur le plan juridique parce qu'il ne faut pas, que la personne elle perde l'AAH qui est finalement sa seule source de revenus quand elle ne travaille pas et si on a des revenus propres, l'AAH, elle est amputée de ses revenus propres. Donc il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Il y a maintenant des notaires qui se sont regroupés, dans une association qui s'appelle, Note Autisme et qui se sont formés à l'autisme pour essayer de répondre à ces questions spécifiques pour que les familles ne se trompent pas et que les adultes, après la disparition de leurs parents, puissent, avoir de l'argent si les familles ont pu en mettre de côté, mais sans mettre en péril les revenus dont ils peuvent disposer, en particulier l'allocation de l'adulte handicapé. Je pense qu'on est à la fin de notre diaporama. Voilà. Je vais arrêter de partager les. Alors, merci beaucoup à toutes les deux pour ces présentations très claires. Alors, beaucoup de remarques et de questions dans le chat que j'ai essayé de synthétiser pendant vos interventions. Alors, tout d'abord, beaucoup de remarques concernant une forme d'embouteillage au diagnostic. Beaucoup de personnes soulignent les durées d'attente dans les centres ressources autisme, avec un accès au diagnostic qui prend parfois plusieurs années, ce qui peut être très très péjoratif par les adultes qui sont suivis. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot sur cette question? Alors, c'est effectivement, dans les chiffres, on est effectivement, pour la question de l'adulte, sur des délais qui peuvent aller jusqu'à, que ce soit sur certains CRA et pour l'adulte du CRA ou même certains centres experts, puisque j'ai les informations qui émanent des deux réseaux, qui peuvent aller au-delà de 2 années d'attente, ce qui correspond à quelque chose d'incohérent et de complètement faux, effectivement, à l'échelle de l'individu. Ce qui est en train d'essayer de se développer, c'est des espèces de... Alors d'abord, il y a tout un axe de formation sur les niveaux 1 et 2, donc sur les CMP et sur les réseaux de psychiatrie plus polyvalents qui, pour améliorer la question du diagnostic et l'accès au diagnostic, on dirait simple, mais qui finalement n'est pas du tout le diagnostic le plus fréquent à l'âge adulte, puisqu'on est plutôt dans les diagnostics dits complexes avec les polyhandicaps et comorbidités. Donc il y a cet effort de formation et puis il y a aussi une réflexion qui se joue sur la notion de plateforme, un petit peu de la même pour ceux qui ont une connaissance sur le monde un peu plus de l'enfance. Les plateformes de coordination d'orientation ont été une des réponses à l'embouteillage de ces dispositifs de niveau 3. C'est une réflexion qui est aussi en cours sur la question de l'adulte qui sera probablement à pousser. Et j'engage moi aussi tous ces probablement familles qui sont là à suivre aussi et avec de la même manière qu'Autisme France va le faire, je pense faire remonter la nécessité de faire une réactualisation des recommandations HAS adultes qui datent de 2011 et qui nécessiterait, à mon avis, qui serait un espèce d'appel d'air pour réfléchir aussi à des dispositifs qui sont des dispositifs là qui manquent chez l'adulte et qui ont été finalement proposés en seconde intention chez l'enfant, ces types de plateformes. Je pense que tu peux compléter aussi toi de ton côté, Caroline. Alors tout à fait, hein. Après, on a aussi des questions
que je trouve intéressante et peut-être que tu peux, surtout en tant que coordonnatrice de la filière nationale, repréciser sur la question de la sectorisation des centres experts fondamentaux. Est-ce qu'ils sont sectorisés? Et en fonction de l'adresse, est-ce qu'on peut quand même avoir accès au diagnostic via les centres experts ou alors est-ce que c'est compliqué? Alors, les centres experts ne sont pas sectorisés, c'est des dispositifs qui sont supra-régionaux. Donc, comme je l'ai signifié, il y a 11 centres experts qui sont dédiés à l'autisme dans les réseaux des centres experts. Mais dans ces 11 centres experts, vous n'en avez que 7 qui sont dédiés à l'adulte. Donc, vous voyez bien qu'il y a un sous-maillage. Et donc, il y a la possibilité pour tout le monde d'accéder au maillage des centres experts via le site de la Fondation fondamentale avec les coordonnées des différents centres experts. Donc, les centres experts ne sont pas sectorisés par rapport au lieu d'habitation, même si en fonction des demandes, vous allez avoir une réorientation possible sur un autre centre expert si c'est plus cohérent ou pertinent par rapport à votre lieu d'habitation. Voilà. Une question peut-être plus pour Daniel, enfin beaucoup de questions qui reviennent autour de la PCH. Peut-être repréciser ce qu'est exactement la PCH. Donc dans le chat, on a donné la définition de l'acronyme, mais peut-être repréciser ce que c'est, ce que ça couvre, et des questions aussi autour de ce que ça finance, la PCH. Est-ce que ça finance uniquement l'aide à domicile ou alors est-ce que ça peut aller un peu plus loin en termes de financement? On pense notamment aux éducateurs à domicile. Réglementairement, la prestation de compensation du handicap ne peut pas financer un éducateur parce que la PCH, elle ne couvre que les besoins essentiels des personnes auxquels on a fait ajouter un domaine qui n'était pas couvert, le soutien à l'autonomie. On s'est battu pendant 4 ans et demi pour obtenir que figure ce nouveau domaine, le soutien à l'autonomie, qui permet de prendre en compte les besoins d'adultes autistes, par exemple, dans la maîtrise de leur comportement, la gestion du stress, la gestion de l'imprévu, la possibilité de prendre un transport en commun, ça ne figurait pas non plus, évidemment, dans le référentiel de départ, ou d'accéder aux soins, le soutien pour accéder aux soins. On a fait rajouter tous ces éléments-là qui sont fondamentaux, mais qui sont très mal connus par les MDPH. Pour vous faire sourire, une MDPH que je ne citerai pas m'a demandé de la former la semaine prochaine à comprendre comment on utilisait les outils réglementaires dans le champ de l'autisme. C'est dire qu'il reste encore beaucoup, beaucoup à faire. Alors, il y en a qui arrivent à obtenir le financement d'un éducateur. Ben, c'est un risque qui est pris par rapport aux impôts. Voilà, parce que théoriquement, c'est impossible. Et c'est difficilement supportable. Mais la PCH, elle ne couvre que les besoins essentiels de la vie quotidienne et rien d'autre. Donc, il y a un vide monumental pour les besoins éducatifs. Je me souviens d'une fois, il y a je sais pas, une dizaine d'années, où je m'étais fait allumer par, je ne me souviens plus qui m'a dit, mais comment pour les adultes, des besoins éducatifs? Mais enfin, Madame Langlois, vous êtes complètement à côté de la plaque. Ce sont des adultes qui n'ont pas de besoins éducatifs. Eh bien, si, ils ont des besoins éducatifs et parfois tout au long de leur vie. Et en fait, quand on est adulte, à 20 ans pour la MDPH, parce qu'ils ne connaissent pas la majorité de 18 ans, ben, il n'y a pas de réponse. Alors, il y a l'AH, mais ce n'est pas fait pour ça. C'est un revenu de remplacement pour ceux qui ne peuvent pas travailler. Et la PCH n'est pas prévue pour compenser les besoins éducatifs ou les besoins de soutien psychologique, parce qu'on nous pose aussi régulièrement cette question. La seule chose qu'on puisse faire jouer dans le cadre de la PCH, ce sont les aides spécifiques ou les aides exceptionnelles, mais le maximum, c'est 100 € par mois. Encore faut-il être éligible à la PCH, ce qui est un vrai parcours du combattant. Pour être éligible à la PCH, passez par une association qui a l'habitude, qui vous dira comment il faut remplir le dossier. Tout seul, pas sûr que vous trouviez. Après, de nombreuses questions aussi, et je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe particulièrement toutes les deux et puis qui me préoccupe aussi, autour des traitements qui sont administrés aux adultes autistes, les traitements psychotropes, qui sont parfois des traitements lourds, et comment faire, comment pouvoir faire réajuster ces traitements, comment revisiter la prescription de psychotropes, parfois en très nombreuses euh, associations pour les adultes, notamment dans le secteur médico-social. Alors, grosse question. Et effectivement, problématique encore extrêmement d'actualité.
Ce qui est alors peut-être les portes de sortie sont d'abord alors, la question de la réactualisation des recommandations, je pense que c'est déjà aussi motivé par ce constat que les choses ne changent pas beaucoup sur ces questions-là au sein des ESMS et notamment dans la population d'adultes. Quand on parle aussi, quand on travaille de plus en plus avec le pluridisciplinaire du monde d'adultes, ce qui pourrait être aussi un enjeu, c'est de se rapprocher des gériatres qui ont les mêmes préoccupations en termes de multiprescription, polyprescription, et qui travaillent sur des algorithmes qui aident un petit peu leur réseau gériatrique au sein des structures médico-sociales, mais qui sont liées au vieillissement, à procéder à à avoir des des process algorithmiques. Voilà comment on diminue un antipsychotique chez une personne adulte et qu'est-ce qu'on doit surveiller, etc. Enfin, il y a des process et des procédures qui émanent de ce monde de la gériatrie qui pourraient être des modèles pour nous et travailler en ce sens, notamment dans les prochaines recommandations adultes. À mon avis, ça peut être un des leviers qui a jusqu'à présent pas été utilisé. Après, il y a plein il y a aussi, je vous appelle à regarder le colloque auquel on a participé avec Caroline, qui a été piloté par la DITND en début d'année. Une des thématiques des tables rondes était justement la prescription médicamenteuse. Et il y avait des ressources qui sont des ressources issues des pharmaciens qui travaillent sur la qualité et sur les process au sein des structures médico-sociales, l'Omedit, et notamment l'Omedit Île-de-France, propose aussi sur leur site, et ça c'est en ressources quand vous allez regarder le webinaire du colloque des ITND, pour trouver aussi comment on accompagne des formations en interne des structures médico-sociales qui accueillent des personnes autistes ou des personnes qui ont un TND, à former pour améliorer justement l'observance, la remise en question, en cause aussi des prescriptions, etc., etc. Donc je pense on a en tout cas intérêt à aller dans le champ de l'Omedit et voir ce que les ressources, ce qu'ils nous apportent comme ressources, et aussi regarder un peu dans le monde de la gériatrie pour récupérer leurs ressources pour accompagner nos adultes autistes. Ensuite, on a une question autour des options de la stratégie actuelle déclinée dans le cadre des TND, notamment avec la création des centres experts TDAH, et une personne qui se pose la question de l'occurrence des diagnostics et comment fait-on quand on est porteur à la fois d'un autisme et à la fois d'un TDAH, et surtout après, comment est-ce qu'on est accompagné quand on est neurodivergent avec ces deux particularités associées chez l'adulte? Bonne question. Oui, très bonne question. Alors, c'est des modèles qui sont en train d'être construits, ça. Vous savez que je pense que je dis quelque chose que vous savez tous. La co-occurrence, c'est-à-dire la possibilité d'associer ces diagnostics, elle est récente en France. Elle est associée aux dernières classifications internationales. Avant, on n'avait pas la possibilité. Donc, notre expérientiel à nous, professionnels, et notre capacité aussi d'accompagner ça en termes de dispositifs, elle est assez récente en France. Donc, il faut aussi mesurer qu'on est dans le début de quelque chose. Il y a un vrai mouvement actuellement des pouvoirs publics, mais je ne suis pas leur porte-parole, mais vous allez le voir dans plein de sites, portent plutôt la piste de faire des portes d'entrée uniques pour les TND, avec après des orientations sur les différents types de TND et donc les différents dispositifs derrière, ce qui est censé être pensé comme étant facilitateur justement pour des projets de soins quand on a le double diagnostic secondairement. À ce jour, c'est pas encore du tout c'est ce type de format qui existe sur les territoires, donc c'est pas la réponse. L'occurrence chez les adultes du double diagnostic, il est très dépendant de la notion de TDI associée aussi. Donc ça correspond pas non plus à la majorité des adultes autistes, hein. C'est-à-dire ça dépend où est-ce qu'on regarde le scope. Le maillage, je pense qu'on va peut-être avoir aussi plus de moyens à nos dispositions dès que le maillage CRTDH, donc les centres références TDH, qui sont là annoncés pour fin 2027 sur l'ensemble des territoires, et qui s'accorderont de toute façon avec tous les centres ressources autisme de leur territoire, seront probablement des facilitateurs à l'accès à la prescription. Parce que ce qui se passe, moi sur Bordeaux, nous sur Bordeaux, on a les dispositifs qui sont qui sont centralisés, sans que ce soit le même centre, ils sont centralisés sur les mêmes lieux en fait géographiques. Donc ça facilite les liens. Mais ce qui est envoyé beaucoup par les territoires et par moi les gens que je suis, c'est le manque
d'accès à la prescription médicamenteuse quand on a un diagnostic de TDAH et qu'on est autiste. Parce qu'effectivement, les lieux de diagnostic sont souvent les CRA, ils sont pas des prescripteurs. Donc peut-être que ce maillage de CRTDH en tout cas il est pensé comme ça, va être une réponse pour que, qu'on soit autiste ou non autiste, on puisse avoir accès à la prescription et donc si on a un TDAH. Alors peut-être une question pour Daniel. On a plusieurs personnes qui font la remarque des difficultés à faire accompagner les adultes, hein, que vous avez souligné aussi une fois que le diagnostic est posé. Et lorsque ces adultes sont orientés vers le secteur libéral, le prix parfois élevé de ces accompagnements qui peuvent rester à la charge des familles. Donc, comment faire dans ce cas-là pour pouvoir être aidé à avoir des soins au secteur libéral ou des évaluations, puisque on sait que les évaluations neuropsychologiques sont relativement onéreuses dans le secteur libéral. Je n'ai pas vraiment de réponse, malheureusement, puisque c'est pas prévu qu'il y ait un remboursement sous une forme ou sous une autre, des frais qu'on va engager pour obtenir un diagnostic à l'âge adulte, par exemple, alors qu'il aurait dû être posé quand l'adulte il était enfant. Donc c'est injuste d'une certaine manière, puisque le travail aurait dû être fait qui n'a pas été fait, et que quand on l'entame à l'âge adulte, ben, on va devoir partiellement le financer. On peut très bien en libéral commencer avec un psychologue qui connaît bien l'autisme et qui va faire des bilans, mais bon, ce n'est pas gratuit et il n'y a rien qui soit prévu pour le financer. Donc c'est un vrai problème qu'on a déjà posé X fois au niveau national. Et que s'il y a un plan autisme 4 qui voit le jour, il serait bien de reposer de manière claire pour qu'il puisse y avoir une aide au diagnostic, entre autres, mais après au suivi aussi, au suivi psychologique, qui souvent est indispensable pour beaucoup d'adultes et qui n'existe pas vraiment. Alors, il y a bien mon soutien psy, mais quand vous regardez les exclusions à l'âge adulte, bon, c'est difficile de rentrer dans ce cadre-là, puisque normalement, les troubles neurodéveloppementaux sévères sont exclus d'office. Si vous êtes en ALD, on est exclu d'office aussi, donc la porte d'entrée est quand même très étroite. Et surtout, vous n'avez pas la garantie que les psychologues que vous pourriez mobiliser dans le cadre de mon soutien psy ont des connaissances actualisées et puis de bon niveau en autisme. Donc voilà, on est obligé de dire que pour les adultes, c'est quand même largement un désert, enfin tout à fait inacceptable. C'est pas normal qu'on laisse comme ça, sans aide, en jachère, des adultes qui se retrouvent souvent avec des troubles anxio-dépressifs sévères, des difficultés à rester dans l'emploi, enfin bon, qui accumulent les galères et pour lesquels c'est très compliqué de leur dire, bah, en dehors des lieux classiques comme les CMP, mais qui sont pas, d'abord ils sont plus d'assaut souvent, et puis ils ont de longues listes d'attente, puis bon, ils n'ont pas forcément les compétences nécessaires pour suivre des adultes autistes dans leur service. Et justement, Daniel, comment fait-on, c'est une autre question, lorsque ces adultes refusent l'aide? Ben, malheureusement, on ne peut pas les obliger. Voilà, je ne peux que dire l'évidence dictée par la loi. D'abord, la loi, c'est qu'on doit consentir aux soins. C'est la loi, c'est le code de santé publique. Ça s'adresse à tout le monde. Les médecins doivent respecter cet article du code de santé publique, mais je veux dire, les familles aussi. On ne peut pas, enfin, sauf à demander une intervention spécifique comme un internement en psychiatrie sans consentement. Voilà, ça c'est toujours possible dans les cas dramatiques. Mais en dehors de ce cas spécifique-là, et encore, il est très encadré par la loi, on ne peut pas faire n'importe quoi, puisqu'il doit être encadré par une décision judiciaire, et ben, il n'y a rien. On ne peut pas forcer un adulte autiste à avoir un diagnostic. Moi, on me pose cette question, je lui dis, mais le diagnostic, c'est un droit, c'est pas un devoir. Je lui dis, franchement, sérieusement, comment vous pouvez poser le problème comme ça? On ne peut pas obliger une personne autiste à demander un diagnostic et à se faire aider après sur le plan éducatif ou sur le plan psychologique si cette personne ne veut pas. Pour Merci compléter beaucoup, ça, c'est clair. Oui, Anouk, tu voulais non, dire? je voulais juste parce qu'effectivement, dans la partie de diagnostic, il y a une notion dont on a parlé aussi avec Daniel que je n'ai pas rappelé là aujourd'hui, qui est celle que l'accès au diagnostic pour des enfants adultes, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut que ce soit la démarche soit faite par l'individu lui-même.
ce qui n'est pas le cas quand vous êtes parent d'enfants mineurs. Vous pouvez faire ces démarches. Donc les familles sont en plus, pour enclencher les procédures diagnostiques, il y a des délais même d'enclenchement des procédures parce que la personne autiste, elle n'est pas forcément en capacité de faire la demande ou même volontaire et d'accord pour la faire. Donc on est face à un double problématique qui rejoint celle que Daniel vient de dire, c'est-à-dire quand on ne veut pas ni le soin ni le diagnostic, et ben comment on fait quand on est parent, effectivement. Après, on peut parfois passer sur des besoins autour de la vie quotidienne. C'est-à-dire que la personne ne va pas vouloir être diagnostiquée ou être accompagnée, mais elle va bien vouloir être aidée pour l'organisation de chez elle, ou aidée pour trouver du travail, ou aidée pour ses relations sociales. Donc parfois de manière très indirecte, en partant de ses besoins, on arrive petit à petit à proposer de l'aide, mais effectivement, il faut parfois aussi accepter voilà, que la personne est libre de ses choix et n'a pas envie d'être aidée. Une autre question autour des SAMSA emploi et habitat, qui sont une des mesures de la stratégie. Est-ce que vous avez un petit mot à dire de l'avancée de ces projets? Alors, pour le moment, il y en a très peu. J'ai vu un appel à projet il n'y a pas longtemps, je crois que c'est en Bretagne. Il y en a peut-être 3 ou 4, je pense, sur le territoire. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup plus. En fait, c'est assez compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut trouver une entreprise qui va s'investir dans ce projet de soutien à l'emploi et qui ne vise pas des personnes sans trouble du développement intellectuel, mais au contraire, des personnes qui ont un trouble du développement intellectuel. Et ça complique l'accès à l'emploi. Ça complique ou pas. Parfois, c'est plus simple de faire travailler quelqu'un qui n'a pas de trouble anxio-dépressif majeur, par exemple, voilà, et qui est de bonne volonté. C'est parfois plus simple qu'une personne qui n'a pas de trouble du développement intellectuel associé et puis qui a des troubles psychiatriques sévères. Et il faut que ce soit associé à un logement accompagné. C'est là que le bas blesse, parce que c'est 40 000 euros la place. Donc, c'est des places de SAMSA. Comment on fait avec ce coût-là, qui est conséquent quand même, hein. Je ne veux pas dire que c'est nul, hein. Pour un SAMSA, c'est du haut de gamme, hein. Franchement, hein, les SAMSA qui existent sur le territoire, ils n'en ont pas autant. Mais comment on fait pour tout faire? Pour accompagner à l'emploi, maintenir dans l'emploi, soutenir l'entreprise qui va jouer le jeu, accompagner après dans le logement. Voilà, ça me paraît quand même un peu limite. Mais ça vaut la peine d'être tenté et en tout cas de montrer que ce n'est pas parce qu'on a un trouble du développement intellectuel associé qu'on ne peut pas intégrer un emploi et qu'on ne peut pas vivre chez soi. Moi, c'est le cas de mon fils, hein. Mon fils, il vit chez lui. Et il est très, très loin des personnes autistes sans trouble du développement intellectuel qui s'expriment, par exemple, dans les médias. Il en serait absolument incapable. Mais il peut très bien vivre chez lui. Donc, c'est tout à fait possible. Mais il faut l'encadrer et le soutenir. Nous arrivons au terme de ce webinaire qui a été particulièrement riche, hein. Merci encore à toutes les deux. Je vous laisse le mot de la fin et puis l'une et l'autre, et puis ensuite nous allons conclure. Bah, je vous remercie beaucoup à tous. Et puis, je vois qu'au vu des questions, effectivement, on a encore beaucoup de choses à faire. Donc, on va continuer à s'y atteler. Oui, merci à tous. Moi, je n'ai qu'un mot à dire. Ne restez pas tout seul. Quand vous êtes famille, faites-vous aider. J'ai vu beaucoup de questions dans la fenêtre de conversation sur le certificat médical. Eh bien, retournez-vous vers les associations de familles qui ont l'habitude d'aider à remplir ces certificats médicaux parce que c'est la base. S'il n'y a pas dedans les éléments qui vont permettre de voir quelles sont les formes de compensation qu'on peut attribuer à l'adulte autiste, eh bien, c'est mort. Donc, faites-vous aider pour faire ça bien. Merci beaucoup à toutes les deux et puis beaucoup de remerciements dans le chat. Donc, je pense que ce type de webinaire est précieux pour les aidants familiaux. Donc, à bientôt. On vous retrouve très vite pour notre prochain webinaire et n'hésitez pas à revisualiser et à diffuser ce webinaire qui sera en ligne prochainement sur notre chaîne YouTube. Au revoir. Au revoir.